Bien, bonjour à tous. Je propose de démarrer ce webinaire sur commencer ce webinaire spécifique PCAE, mesure du plan de relance, mesure 422. Sur la partie PCAE, nous détaillerons ce matin que la mesure 4.1, puisque la mesure 4.4 et la mesure 8.2 concernant les plantations de haies et les plantations d'arbres dans les champs ont été détaillées hier en webinaire que vous pouvez retrouver sur le site de la Chambre d'agriculture si vous souhaitez pouvoir avoir plus d'informations. Donc, je vous propose, sur le déroulement de ce webinaire, de poser, on va dérouler sur une demi-heure à peu près, tout ce qui va être mesure 41, plan de relance et mesure 422. Dans la mesure des informations qu'on a aujourd'hui, puisqu'on a fait le choix de ne pas trop tarder après la parution de l'appel à projet, donc c'était lundi, pour que vous puissiez avoir le maximum d'informations au plus vite. Il y a un certain nombre de choses qui nous manquent encore, on va les détailler au fur et à mesure. On les mettra en ligne sur notre site internet au fur et à mesure où elles paraîtront. Donc une demi-heure de présentation, une demi-heure des questions que vous pouvez poser au fur et à mesure du déroulé via le chat d'une de mes collègues à côté qui les note au fur et à mesure. On y répondra en fin de réunion. Est-ce que ça vous va comme déroulé? Un petit signe dans le chat, vous m'entendez toujours? Ok, on y va. Donc, pour rappeler les principes généraux du PCAE. Donc, pour ceux qui ont déjà déposé des PCAE sur la précédente période, on va être sur la même philosophie. On va être sur la poursuite du dispositif existant avec quelques compléments qui vont être apportés par plan de relance sur le bien-être et la sécurité en élevage et la biosécurité en élevage. Et au fur et à mesure de l'année, pas forcément pour cet appel à projet-là, autour de la réduction des intrants. Le PCAE, c'est un dispositif qui permet une aide aux investissements qui sont réalisés sur les exploitations agricoles, permettant de répondre aux enjeux de la triple performance et de constituer des filières compétitives. Ça, c'est les grands principes des textes qui sont émis par l'autorité de gestion, qui est le Conseil régional. Derrière le PCAE, il y a un financement européen lié au FEADER, donc le deuxième pilier de la PAC, qui nécessite, pour pouvoir en bénéficier, d'un cofinancement national, que ce soit un cofinancement État, Conseil régional, Agence de l'eau. Et là, j'aurais pu mettre point de suspension parce que d'autres cofinancements peuvent intervenir. C'est le cas notamment de certains conseils départementaux qui interviennent sur certaines mesures en cofinancement. En 2021, on a 3 appels à projets. Un qui a débuté lundi jusqu'au 30 avril, un autre qui est prévu du 3 mai au 30 juin, et un 3e appel à projet qui sera lancé probablement en fin d'été 2021, avec un cahier des charges qui est annoncé différent, puisqu'on ira chercher là-dessus, enfin, les financeurs iront chercher là-dessus des financements plan de relance du FEADER. 3 appels à projets cette année et qui remettent à plat, en fait, qui remettent à zéro les compteurs pour ceux qui ont déjà déposé 2 dossiers PCE sur la précédente période. On rentre dans une nouvelle période de programmation, donc les compteurs sont mis à zéro. Donc, il ne faut pas que ça soit un frein pour vous. Alors, les bénéficiaires, ce sont les agriculteurs. Alors, soit les agriculteurs à titre individuel, que vous soyez agriculteur à titre principal ou à titre secondaire, ou les sociétés qui ont pour objet la mise en valeur directe d'une exploitation agricole et exerçant une activité agricole.
Donc, ça veut dire que les structures classiques EARL, GAEC sont éligibles à partir du moment, ou même SARL, puisqu'on a cette forme-là de temps en temps sur les exploitations, à partir du moment où ils sont bien sur l'exercice d'une activité agricole. Les groupements d'agriculteurs sont aussi éligibles à partir du moment où ils détiennent la totalité des parts de cette société et de ce groupement. On va penser aux GI2E, donc les groupements d'intérêt écologique et économique, les groupements opérationnels du plan européen pour l'innovation, mais peut-être plus directement pour vous, tout ce qui va concerner les climats. En termes d'éligibilité, le monde équin répond à une classification un petit peu particulière au titre de la réglementation européenne. Donc, les élevages équins vont être éligibles si la marge brute de la production équine agricole, et quand on parle de production équine agricole, on va parler de vente de poulains et de chevaux issus de l'élevage et des produits de la production, les produits de l'essaillie notamment. Et cette partie production équine doit être supérieure à 50% à la marge totale des activités sur l'entreprise. Donc, si c'est de l'accueil, si c'est du centre équestre, si c'est de la pension de chevaux, etc., il faut que la marge brute de la production équine soit supérieure à plus de la moitié de la marge totale des activités sur la structure. Alors, en termes de taux d'aide, le taux d'aide a été rehaussé sur cette programmation-là, puisqu'on est passé de 20% à 30% du taux de base. Là, les bonifications ont été aussi un peu modifiées. Là, je m'adresse à ceux qui potentiellement ont eu des PCE, ont bénéficié de PCE sur la précédente programmation. Donc, quand on est JA, donc JA, ça veut dire installé depuis moins de 5 ans avec les aides, ou en exploitation en agriculture biologique, il y a une majoration de 20%, 20 points. Si vous êtes en signe officiel de qualité type AOC, on rajoutera 10% de bonification. Si vous êtes sur des projets qui concernent la réduction d'intrants ou les économies d'énergie, alors la réduction des intrants, on va les mettre entre parenthèses pour l'appel à projet 1, et ça sera plutôt sur l'appel à projet 2 qu'une ligne sera ouverte pour ça, on ira chercher 10% supplémentaires. Et 10% de points en plus aussi pour tout ce qui est multiplication de semences, nouvelle place d'engraissement dans les élevages de bovins viande et les filières de viande blanche. Ce qu'il faut faire attention, c'est que vous pouvez cumuler la totalité, un certain nombre de ces bonifications, mais que de toute façon, vous serez plafonné à 40% d'aide. C'est le taux maximum d'aide publique autorisé par l'Europe pour l'entreprise, on va dire, classique. Si vous êtes en JA, donc installé plus de moins de 5 ans avec les aides ou certifié agriculture biologique, pas en conversion, certifié, on pourra aller chercher un plafond de 50% d'aide. Pour les climats qui peuvent vous intéresser aussi, le taux d'aide a été augmenté de 10 points, puisqu'on passe de 35 à 45% d'aide, avec une bonification de 10% s'il y a économie d'énergie ou réduction des intrants. En termes d'investissement éligible, alors, j'ai fait figurer cette diapo dans le cadre de ce diaporama-là. Néanmoins, on n'a pas aujourd'hui la totalité des informations concernant les investissements éligibles. On a une idée assez globale puisque ça risque d'être assez similaire aux autres générations. Donc, les investissements éligibles vont concerner la pénibilité du travail, l'autonomie alimentaire des exploitations, donc tout ce qui va être bâtiments, équipements fixes et cellules de stockage en vue de la transformation à la ferme, et tous les équipements qui ont y à faire, et les équipements pour le séchage en grange. Ensuite, sur la compétitivité des exploitations, on va avoir un certain nombre de stockages de matériel pour les CUMA, stockage tampon, maîtrise et économie d'énergie, et puis tout ce qui va être performance environnementale avec des aires de lavage et de remplissage des pulvérisateurs. Tout cela sous réserve de validation de la région Centre-Val de Loire et de la liste d'État, des investissements qui vont être cofinancés par l'État, donc voilà, qui est dans les tuyaux et qui ne devrait pas tarder à apparaître.
Ce qu'on sait par contre déduire dans l'autre sens, c'est les investissements inéligibles. Alors, comme dans les précédentes versions, tout ce qui va être occasion, c'est inéligible. Tout ce qui va être reconditionnement, c'est pareil. Le simple remplacement va être aussi inéligible. Alors, quand on dit simple remplacement, ça veut dire que ça apparaît encore dans la compta et que ce n'est pas complètement amorti. Les investissements des mesures France Agrimaire, alors qu'elles soient protéines végétales ou réduction d'intrants. Alors, pour les protéines végétales, voilà, il fallait qu'à un moment, les financeurs puissent dire qu'il n'y avait pas doublon de financement sur le même type d'investissement. Donc, le choix a été fait en région Centre de dire tous les investissements qui sont dans les mesures France Agrimaire, protéines végétales, réduction d'intrants et acclimatiques, sont d'office inéligibles sur la partie PCE. En termes de protéines végétales et la production amont, il semble qu'un nouvel appel à projet va être lancé. Il a été validé par le conseil d'administration de France Agrimaire. Quand ça sera paru, on vous le fera savoir, avec une différence, c'est qu'on va concerner plutôt que les ateliers grande culture. Et la réduction d'intrants, qui là va être éligible sur des fonds éco-phyto sur le deuxième appel à projet, donc qui sera à partir du 3 mai. Donc les investissements relatifs à l'irrigation et à la méthanisation, et tout ce qui est dépenses d'autoconstruction. Quand on parle de dépenses d'autoconstruction, ça veut dire qu'on va pouvoir prendre dans les dépenses éligibles la partie matérielle, mais le temps que vous allez passer à mettre en œuvre ces matériaux-là ne va pas être éligible. Contrairement à ce qu'on a pu vivre, alors pour les plus anciens d'entre nous, dans l'ancienne programmation jusqu'à 2014. Alors, d'autres caractéristiques de la mesure PCAE. Comme dans les précédentes versions, on a un scoring. Ce scoring, c'est un certain nombre de critères sur lesquels sont attribués un nombre de points. On les coche pas. L'idée, c'est quand même de pouvoir sélectionner, c'est-à-dire qu'il faut, pour déposer un dossier PCAE, avoir et bénéficier de financement FEADER, avoir 100 points sur cette grille de scoring, mais aussi de prioriser les dossiers, c'est-à-dire qu'à la fin de l'appel à projet, tous les points vont être comptés, vont être rangés dans une grille et les financeurs vont dire bon, on prend les premiers qui sont plus de points, on descend, et plus de sous, on arrête. Hop, un deuxième financeur dit moi je prends de là à là, hop, et on arrête. Plus on a de points, plus on a de chances d'être financé. Donc, dans la mesure PCE, ne sont concernés que les investissements les projets dont les investissements sont supérieurs à 10 000 euros. Ça veut dire que tous les investissements inférieurs à 10 000 euros peuvent être accompagnés, si c'est éligible, dans le cadre d'un cas de filière inférieur à 10 000 euros, avec des règles un peu différentes de ce PCE. Et la deuxième ligne par rapport à ces histoires de plafond et d'aide, c'est qu'il faut avoir la nécessité de bénéficier de 5 000 euros minimum d'aide publique pour bénéficier du FEADER. Si vous n'avez pas ces 5 000 euros-là, sous réserve de l'éligibilité et des enveloppes disponibles, il y a possibilité d'avoir un passage sur des lignes du cas filière du conseil régional. Ce qui est à noter aussi, et ça on ne va pas pouvoir vous le dire tout de suite, c'est que le plafond des investissements est variable. C'est-à-dire qu'il peut aller de 90 000 euros si le cofinanceur est un conseil régional, et le conseil régional à 200 000 euros si c'est les fonds d'État. Et en fait, tout va se jouer au moment en fait, de la disponibilité des enveloppes et de la priorité dans le scoring. Donc, en général, quand vous avez des investissements qui sont compris entre 90 000 et 200 000 euros, on vous accompagne, on peut monter le dossier sur 200 000 euros, mais rien ne garantit que vous puissiez avoir un taux de subvention calculé sur ce montant. À noter que vous pouvez à nouveau déposer 2 dossiers sur la période 2021-2022. Donc, on met à zéro l'ensemble des compteurs. Sur la vie d'un dossier PCAE, vous avez la ligne de vie ici d'un dossier PCAE en vert. Vous allez déposer votre dossier à la DDT, qui va être normalement complet, ou le plus complet possible,
parce qu'il va peut-être manquer un accusé de récépissé de dépôt de permis de construire ou des choses comme ça, mais le plus complet possible. La DDT va faire une instruction et va vous envoyer un accusé de réception d'un dossier complet. Il s'est envoyé par la DDT. Et en fait, là où on vous alerte, c'est qu'il ne doit pas y avoir de démarrage de travaux avant la réception de cet accusé de réception. S'il y a un acompte ou un devis signé avant cet accusé de réception, ça rend inéligible la totalité du dossier. Néanmoins, compte tenu du nombre de demandes et de la disponibilité des enveloppes, on vous recommande d'attendre la notification effective qui est l'étape suivante pour pouvoir démarrer vos travaux. Puisque si vous démarrez vos travaux après la réception dans ce laps de temps-là, et que finalement, pour une raison X ou Y, il n'est pas retenu à cet appel à projet, vous ne pourrez pas le déposer à un nouvel appel à projet puisque vous allez revenir là et vos dossiers, vos travaux seront commencés. Donc, en tout état de cause, vous pouvez démarrer là avec beaucoup de prudence et en ayant votre stratégie claire, mais le conseil est plutôt de démarrer vos travaux à partir du moment où il y a une notification de l'aide et les conventions qui vont être signées. Ça veut dire que là, l'attribution, elle est définitive. À partir du moment où vous allez démarrer vos travaux, qui vont être peut-être à partir de la notification d'aide parce que vous avez été prudent, ou parce que il y avait de l'urgence et que voilà, dans le timing, il fallait démarrer un petit peu avant et que décidément vos dossiers, vos travaux, vous allez les commencer là. Entre ce laps de temps et le démarrage des travaux, vous avez 1 an pour démarrer vos travaux. Par contre, à partir du moment où vous aurez démarré vos travaux, que ce soit là, là ou là, vous aurez 2 ans pour terminer les travaux à partir de leur lancement. C'est-à-dire que si vous démarrez là, parce que vous déposez là au mois de mars, vous avez votre accusé de réception, dossier complet au mois d'avril, vous avez 1 an pour démarrer vos travaux. Si vous avez attendu ici, vous avez là ensuite 1 an. Et ça va décaler d'autant la date de fin, en fait, de fin de travaux. Une fois que vous avez fait vos travaux, commencés ou entamés, vous envoyez des justificatifs à la DDT. Quand on dit justificatif, ça va être facture acquittée avec mention de la date de paiement. Vous pouvez envoyer vos justificatifs en une fois, vous demandez tout d'un seul coup, voire en 2 fois ou en 3 fois avec 2 demandes d'acompte éventuellement. Une fois que la DDT a reçu l'ensemble des documents, elle va contrôler les pièces, voire faire une visite sur place si c'est une demande de solde, et vous versera l'aide. On voulait vraiment attirer votre attention sur cette partie-là, parce qu'à chaque appel à projet, on a quelques sueurs froides de réception, accusé de réception de dossier complet, de démarrage de travaux et de notification d'aide. Est-ce que par rapport au PCE, vous avez déjà quelques questions? A priori, oui. Alors, si un PCE en 2020, on peut déposer 2 dossiers cette année? Alors oui, puisque à partir du 31 décembre 2020, en fait, les compteurs sont mis à 0. Il est possible de déposer 2 dossiers cette année, mais pas sur le même appel à projet. C'est-à-dire que vous pouvez déposer un dossier là sur cette première période, juste mars-avril, et déposer un deuxième dossier sur la partie avril-juin. Mai-juin, pardon. Mais ce n'est pas possible de déposer 2 dossiers sur le même appel à projet. Alors, combien de temps entre l'accusé de réception et la notification de l'aide? C'est très variable. Parce qu'il faut bien que le... Ah oui, attendez, accusé de réception et notification de l'aide. Là, cette année, on nous annonce un passage, parce que dans ce laps de temps-là, il y a quand même plusieurs. Il y a de l'instruction de la part de la DDT qui est le guichet unique. Il y a aussi un passage en sur en conseil régional. Et la notification de l'aide interviendra normalement pour 2021, c'est ce qui est annoncé,
lors de la commission permanente régionale du mois d'octobre. Donc, ça veut dire que pour cette année, entre le dépôt du dossier ici et, par exemple, vous déposez en avril, vous n'aurez la réponse définitive qu'en octobre. J'entends, c'est long, mais c'est l'autorité de gestion qui mène en fait son planning. Alors, nous sommes 3 sur le GAEC. Y a-t-il de la transparence GAEC? Il n'y a pas de transparence GAEC sur ce type de dispositif. Alors, est-ce que des serres bitunnelles peuvent être éligibles? Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de ce qui est éligible ou ce qui n'est pas éligible. Les serres tunnels froides uniquement sont éligibles sur le cas filière légumes. Donc, potentiellement, on peut les faire figurer sur cet appel à projet. Peut-on revoir rapidement la diapo sur les investissements éligibles? Sans souci. Alors, là, on est bien sur quelque chose où on va être sur quelque chose sur de la globalité ou sur des grandes masses des grandes thématiques en fait de type d'investissement. Tout ça, le diable se cachant dans le détail, tout ça doit être redéfini. C'est pour ça qu'avant de vous répondre sur une éligibilité ou pas de matériel, j'aime bien avoir les listes positives de ce qui va être pris en compte ou pas pris en compte. En fait. Donc là-dessus, il n'y a pas de... Voilà. Potentiellement, tout ce qui apparaît là, est potentiellement éligible. Tout va dépendre du cofinanceur et de la disponibilité des fonds. Il y a une question sur les 5 000 €. Non, c'était pas. C'était là. En fait, pour avoir bénéficié de la part FEADER dans le cadre d'un dépôt PCAE, c'est-à-dire que la région finance la moitié et que le FEADER finance la moitié, il faut impérativement qu'il y ait minimum 5 000 € d'aide publique pour le dépôt du dossier. C'est-à-dire que quand on va calculer le montant de vos investissements et qu'on va le rapporter avec le taux d'aide, il faudra qu'il y ait un minimum de 5 000 € d'aide publique. C'est-à-dire que si vous êtes à 30, si vous déposez un dossier pile poil à 10 000 €, que derrière, 10 000 € à faire rond, que vous êtes à 30% d'aide, le taux de base, vous allez être à 3 333 € d'aide de financement, donc vous serez inférieur à ces 5 000 € là, donc vous ne pourrez pas bénéficier de la part européenne dans l'attribution d'aide. Par contre, s'il reste des fonds et que les investissements sont éligibles sur le cap filière, rien n'empêche que la totalité des 30% soit pris en charge par le conseil régional. C'est des choses qui seront après en comité des financeurs sur les répartitions d'aide. Mais voilà, les 5 000 €, ça ne c'est pas un non définitif. Vous ne verrez même pas probablement que ça passe sur un autre circuit parce que ça se fait assez facilement et assez automatiquement lors de l'instruction à la DDT. Mais c'est ça que ça veut dire. En fait. Si vous êtes sur un montant rapporté au taux de subvention inférieur à 5 000 €. Est-ce que j'ai répondu à la question? Probablement. On s'arrête là pour le P. Un instant. Très bien. Donc, j'ai répondu à la question après. Je propose de passer au plan de relance. Donc, pour le plan de relance, on va travailler, ce qui a été mis, ça a été tout ce qui va être biosécurité et bien-être animal. Donc, ça veut dire, alors, c'est pour les éleveurs qui sont déjà aux normes, mais qui vont aller au-delà du réglementaire en termes de biosécurité et de bien-être animal. Ça vous ouvre des droits à des investissements complémentaires. Alors là, j'avoue que je marche un petit peu sur des œufs parce qu'on n'a pas complètement, alors hormis la filière viande blanche avec le CRIAVI qui est assez,
on avance sur le sujet. Sur les autres filières, je marche encore un peu sur des œufs. Donc, il faut être aux normes en termes de bien-être animal et de biosécurité au moment de la demande de sol. Et pour montrer qu'on est bien aux normes là-dessus, il y a une attestation de contrôle. Voilà, il faut fournir à un moment soit une attestation de contrôle qui a été réalisée par l'État et qui date de moins d'1 an, soit des autodiagnostics qui sont en cours de validation. Je sais qu'ils étaient validés, puis il y a eu quelques ajouts, etc. Donc, ils sont en cours de validation aujourd'hui par les services du ministère. Là aussi, dès qu'ils vont être définitifs, on les mettra sur le site internet de la Chambre. Donc, dans ce cadre-là, sur le plan de relance, vont être éligibles les constructions de bâtiments neufs en agriculture biologique ou disposant d'une ouverture avec un accès permanent à des espaces extérieurs et vers le plein air, et tout ce qui va être aménagement ou matériel dans le bâtiment, dont au moins 50%, en fait, sur un projet global PCE, s'il y a 50% qui relèvent du bien-être animal ou de la biosécurité, on va pouvoir les passer sur la partie plan de relance. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que c'est les mêmes dossiers qu'il faudra déposer à la DDT, que vous soyez sur du PCAE classique ou c'est des investissements qui sont faits chez plan de relance. Il y a juste au moment du détail des devis et du détail de devis et de l'avancée et de l'annonce de l'ensemble des postes où il y a des cases à cocher en disant est-ce que ça répond du pacte ou pas. Auquel cas, voilà, c'est comme ça que va se faire le tri, c'est le même dossier. Par contre, sur le taux d'aide, ce n'est pas encore défini. Voilà sur la partie plan de relance. Non, le CAP 2R ne correspond pas à un autodiagnostic parce que le CAP 2R, de mémoire, on est plutôt quelque chose sur la partie bilan carbone. Et là, on est vraiment sur des attestations des services de l'État qui sont venus contrôler votre élevage en disant vous êtes aux normes sur le bien-être animal et sur la biosécurité, ou des autodiagnostics assez complets où vous allez cocher oui, non. Sur où vous en êtes là-dessus et qui vont vous permettre de répondre à cette caractéristique-là de mise aux normes. Ce sont les deux seuls domaines qui vont être concernés par la charte des bonnes pratiques n'est pas non plus aujourd'hui annoncée comme un diagnostic recevable pour les dépenses du pacte biosécurité et bien-être animal. Dès qu'ils vont être sortis, on fera une communication spécifique là-dessus. J'en parlais avec Didier Leroy, le responsable du service élevage hier. Il disait qu'il y avait encore des modifications et que ce n'était pas complètement définitif ce qui était arrêté. Mais dans les différentes parutions de la Chambre et sur le site internet, on essaiera de se tenir à jour et de vous fournir l'ensemble des éléments nécessaires. Voilà tout ce qu'on peut dire sur le plan de relance. Ce sont les mêmes formulaires et ce sera le même type de dossier à monter. On va faire un petit tour sur la mesure 422 qui est sur le même principe, mais qui a un sujet complètement différent. Puisque l'idée de la mesure 422, c'est une mesure qui vise à développer la transformation et ou la commercialisation des produits agricoles dans les exploitations agricoles. En fait, c'est spécifiquement dédié à la transformation à la ferme. Alors, qui peut en bénéficier? Toute structure mettant directement en valeur une exploitation agricole. C'est-à-dire que la partie transformation doit forcément se faire par la même structure qui exploite le domaine agricole. J'avais tout à l'heure quelqu'un au téléphone qui a créé une SARL pour faire la transformation et la partie commercialisation. Là, c'est deux structures différentes. La structure SARL qui porte l'activité de transformation n'est pas spécifiquement agricole, même si c'est dans la continuité. Donc, ne pourra pas bénéficier de cette aide-là. Il y a une autre aide qui s'appelle la 421, que je ne vais pas détailler ici, mais qui est dans la même logique, mais avec des bénéficiaires différents.
dont les SARL qui sont adossés à des exploitations. Là, on va bien parler seulement des exploitations agricoles qui transforment. Donc, sur le quoi, ça va être tous les investissements productifs en matériel et tous les équipements qui sont liés au projet de transformation. Donc, que ce soit du froid, que ce soit du conditionnement, que ce soit des véhicules frigos, voilà, tout ce qui va permettre les chaînes de conditionnement, les autoclaves, etc., qui vont permettre d'avoir le processus de transformation, mais aussi tout ce qui va être lié à la commercialisation, notamment des bâtiments de commercialisation ou des boutiques à la ferme, etc. Alors, une petite note sur attention, le produit agricole, ça concerne que les produits agricoles relevant de l'annexe 1 du traité de Rome. C'est-à-dire que si vous voulez vous lancer dans un atelier pâte ou dans un atelier, par exemple, brasserie, comme il y a plus de 80% d'eau de mise en œuvre lors de la transformation, ce ne sont plus considérés comme des produits agricoles transformés. Donc, vous ne pouvez pas en bénéficier. Donc, la liste, elle est dans l'appel à projet. On peut vous la fournir également si vous voulez sur la distinction qu'il peut y avoir entre un produit agricole et un produit non agricole dans la réglementation européenne et spécifiquement pour cette mesure 422. Alors, combien on va être sur du 25% pour les projets individuels, du 35% pour les projets collectifs, avec 10% de supplémentaires pour les jeunes agriculteurs ou les nouveaux installés. Jeunes agriculteurs bénéficiant des aides ou nouvellement installés depuis moins de 5 ans. Et 10% aussi pour les exploitations en agriculture biologique. On est toujours aussi sur nos histoires de demande d'aide, c'est-à-dire qu'il faut avoir un montant minimum d'aide publique de 10 000 euros. C'est-à-dire qu'il faut avoir un minimum d'investissement de 40 000 euros, si on regarde ça. Et en fait, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que pour avoir 1 euro du FEADER, il faut forcément avoir 1 euro d'un cofinanceur que nous on appelle cofinanceur national. Donc ça va être l'État, ça va être le conseil régional, ou pour cette mesure dans certains départements comme le 28 et le 45 de mémoire, le conseil départemental. Ce n'est pas le cas chez nous. Donc ça va être les mesures du contrat de pays, les mesures du contrat régional de solidarité territoriale, qui vont pouvoir venir faire ce complément et ce cofinancement. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez avoir 1 euro du CRST, potentiellement, vous allez pouvoir aller chercher 1 euro de cette mesure 422. Et alors, dans le jargon, on va dire déplafonner, ça veut dire que vous pouvez doubler le montant de financement. Voilà. Pas en taux, puisqu'on va être toujours sur du 25%, mais ça va permettre de déplafonner le montant des investissements et passer de 40 000 ou de 60 000 à de 30 000 euros éligibles, par exemple, à 60 000 euros éligibles, à 25%. Ce n'est pas un dossier des plus simples à monter, enfin pas moins que le PCAE, mais il y a une articulation à trouver sur le cofinancement puisqu'il n'est pas lié d'office comme sur les mesures autres du PCAE. Alors, le comment, c'est un dossier auprès de la DRAF. Là, c'est bien la DRAF qui est le guichet unique, qui doit être déposé entre le 22 février et le 31 juin inclus. Donc là, il y a un seul appel à projet qui couvre en fait les 2 périodes du PCAE qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Et donc, pendant ce laps de temps, il faut aussi faire le dossier auprès de votre pays, auprès du contrat de pays, pour pouvoir en fait que les deux suivent le même rythme, en fait, un rythme assez proche pour pouvoir avoir les 2 attributions d'aide à peu près conjointes. Alors, comment sollicite-t-on les aides du conseil régional? Donc, les CRST, donc il y a 5 pays dans le Loir-et-Cher, donc pays vendômois, pays d'Ousval de Loire, autour de Loire, Grande Sologne, Vallée du Cher, Lyon-Romantinet,
et le Pays Loire-Beauce qui va couvrir la partie autour d'Ozoir-le-Marché qui est rattachée à la communauté de communes de Main-sur-Loire. Voilà, donc soit vous appelez les pays, soit vous appelez les conseillères du pôle territoire à la Chambre d'agriculture qui accompagnent les pays sur la mise en place de leur politique agricole et qui vont pouvoir vous renseigner sur les disponibilités des fonds et les montages des dossiers et éventuellement faire le lien avec Marie Richard et moi qui vous accompagnons dans le montage des dossiers 422. Donc voilà pour la mesure 422. Est-ce que vous avez des questions complémentaires à poser, des informations complémentaires ou vous allez voir ça au fur et à mesure. Donc, écoutez, ce que je vous propose, c'est donc pour la suite, vous avez besoin d'un accompagnement. Alors, pour tout ce qui va être études complémentaires en élevage, parce que vous avez projet des bâtiments notamment, vous allez avoir besoin d'un permis de construire, vous allez avoir besoin d'un Dexel, parce que ça va toucher des travaux autour de la gestion des effluents d'élevage, où vous allez avoir besoin, voilà, par rapport à de l'élevage, et c'est essentiellement d'ailleurs ces deux prestations-là, c'est Dany Buron qui désormais recense et vous accompagne sur l'ensemble de ces demandes-là, que vous pouvez joindre au secrétariat élevage, donc le 02 54 55 20 13. Et sur tout ce qui est information complémentaire, notamment sur ce qui est éligible, pas éligible, quelle stratégie vaut mieux avoir, est-ce qu'il vaut mieux déposer deux dossiers, un dossier au deuxième appel à projet parce que j'ai des réductions d'intrants, etc. Et sur le montage du dossier administratif, c'est Marie Richard et moi-même que vous pouvez nous joindre en fait au 02 54 55 20 00, qui est le standard de la Chambre d'agriculture. Et après, en fonction de la présence de l'une ou l'autre ou de la disponibilité de l'une ou l'autre, une de nous vous rappelleront ou vous prendront lors de cet appel. Voilà. Et puis, c'est le même numéro 02 54 55 20 00 pour ceux qui ont suivi hier le webinaire sur les plantations d'arbres et plantations de haies. Et donc, c'est notre collègue du standard qui ira vers les conseillers forestiers. Je suis à votre disposition pour toutes les questions complémentaires. Alors, peut-on combiner PCE 4.1 et mesure 422? Oui. Quand je vous parle de deux dossiers possibles sur la période 2021-2022, ça veut dire qu'on pourrait imaginer que vous déposiez deux dossiers sur la mesure PCE 441, que vous puissiez déposer deux dossiers sur la mesure 422, et même que vous puissiez déposer deux dossiers sur la mesure 4.4 sur des plantations de haies. C'est des choses qui sont complètement imaginables. Sur cette période-là, 2020-2021, avec ces taux un peu privilégiés par rapport à ce qu'on a connu précédemment. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, comment est-ce qu'on justifie les 10% pour les intrants? En fait, les 10% pour les intrants sont tout simplement quand vous investissez dans un matériel qui est dans la liste des investissements répondant à la réduction d'intrants de l'agence de l'eau. Et d'office, en fait, ça déclenche les 10%. En fait, c'est l'achat du matériel qui est classé dans la liste réduction d'intrants de l'agence de l'eau, financée par des fonds Ecophyto, qui va vous dire, ça, c'est de la réduction d'intrants, donc d'office, vous avez le droit à 10%. Oui, l'accompagnement au montage du dossier est payant. On est sur un forfait autour de 300, je n'ai pas les chiffres cette année parce que je ne les ai pas mis à jour. L'année dernière, on était à 365 € hors taxe pour le montage du dossier. Donc, quand on dit montage du dossier, c'est le temps qu'on va passer avec vous, la finalisation du dossier, tous les éléments pour que vous puissiez déposer votre dossier à la DDT comme il faut.
Et ensuite, en fait, on assure, entre guillemets, un service après-vente au moment du passage en comité des financeurs. On vérifie les tableaux, les taux d'aide et les scorings pour être sûr qu'il n'y ait pas d'écart entre ce que nous, on avait pu faire et ce que la DDT a instruit. Et voilà, au moment des conventions, on est à vos côtés aussi et on va jusqu'à la demande de solde. On peut vous accompagner, si vous le souhaitez, sur faire les demandes d'acompte et demandes de solde. Parfois, même jusqu'à 2 ou 3 ans après la réalisation du dépôt de demande de dossier et montage du dossier. Ça fait partie du service après-vente. L'achat d'un distributeur automatique rentre-t-il bien dans la mesure 422? Il faut que je regarde de manière détaillée et que je demande à la DRAF, mais j'ai bien noté la question. Pour moi, on est dans la philosophie complète de la 422. Il faut quand même que je vérifie avant et vérifier auprès de la DRAF, mais vérifier auprès de l'ICO-financière qu'est le conseil régional si c'est bien éligible. À qui s'adresser pour réaliser un diagnostic de bien-être et de biosécurité? C'est là où pour l'instant, j'en sais rien. Je pense que si vous appelez Dany Buron, c'est lui qui va toutes ces mesures en fait complémentaires liées au dépôt de dossier sur des projets d'élevage. C'est Dany qui va suivre tout ça. Sauf que pour l'instant, voilà, on n'a pas les autodiagnostics définitifs et on n'a pas non plus les modalités pour remplir ces autodiagnostics. Dès qu'on les a, on vous fait signe. On a bien noté la question également. Écoutez, ce que je vous propose, c'est d'arrêter là, parce que je n'ai pas d'autres questions. Je suis preneuse d'autres questions si vous avez besoin. Vous avez nos numéros de téléphone. Nos collègues sont là aussi à votre disposition pour pouvoir avoir un renseignement de premier niveau ou au moins nous faire signe en disant que vous avez besoin de nous pour des questions complémentaires. Donc, on sert à votre disposition pour toutes questions complémentaires et montage du dossier si vous le souhaitez. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Il va être en ligne à partir de la fin de l'après-midi avec tous les éléments qu'on a pu avoir sur le site internet de la Chambre d'agriculture et avec nos coordonnées. Donc, n'hésitez pas à nous rappeler. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt.